On a aussi des impacts économiques et sociaux positifs, notamment sur les territoires. Déjà, un premier avantage pour la collectivité, ça permet de diminuer les frais de gestion des déchets. Ça permet aussi de créer des emplois locaux non délocalisables, dont une partie en insertion. Parce qu'on a beaucoup d'opérateurs aujourd'hui qui font appel à des ESAT, notamment, pour le lavage des coupons. Et on a un chiffre en Allemagne qui considère que le système de lavage qui est bien installé là-bas permet de créer jusqu'à 5 000 emplois de plus que le système d'usage unique. Ça permet aussi de privilégier la consommation locale, puisque évidemment l'impact environnemental est limité quand le transport vers les structures de lavage sont limités aussi. Et ça permet aussi de réduire le prix de la boisson pour les consommateurs, parce qu'on a des chiffres en Alsace qui considèrent que le prix de la bière et de l'eau, par exemple, elle est jusqu'à 20% moins chère pour les consommateurs quand la bouteille est réemployée. Pardon, j'ai été trouvée. La loi AGEC, qui est donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, vous connaissez sûrement, elle a fixé des objectifs de diminution de l'utilisation de bouteilles en plastique et de réemploi des emballages. De 5% d'emballages réemployés jusqu'à 10% en 2027. Ça, pour nous, c'est vraiment la loi qui est vraiment importante à prendre en compte, parce que l'objectif, vous savez aussi sûrement, c'est de supprimer le plastique à usage unique d'ici 2040. Et donc, petit à petit, passer d'une interdiction du plastique à une obligation de réemploi. Et nous, c'est surtout cette obligation de réemploi-là qui nous intéresse. Donc, dans l'interdiction, petit à petit, du plastique à usage unique, on a évidemment l'interdiction de la vaisselle jetable en plastique qui a été mise en vigueur en 2020. Petit à petit, on en rajoute tous les ans. Évidemment, les assiettes, les couverts, les pailles, les gobelets qui sont aujourd'hui interdits à la vente et à la distribution. Donc là, on était sur l'interdiction du plastique, mais on va donc vers l'obligation des réemplois, notamment pour les commerces, avec l'obligation d'accepter un contenant réutilisable qu'un consommateur propose dans les commerces, l'obligation d'appliquer la remise sur une boisson vendue dans un récipient réemployable que le consommateur avait apporté aussi. Et à partir de 2023, donc dans un an, l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis sur place. Donc, il n'y aura plus la possibilité d'utiliser du plastique ou de l'emballage à usage unique sur place. Donc, ça va dans le bon sens déjà pour nous. Ça pourrait aller plus vite, mais c'est déjà un point positif. Pour le partage de repas à domicile aujourd'hui, également, depuis le début d'année, il y a une obligation de réemploi pour les gobelets, les couverts, les assiettes et tous les récipients utilisés. Et on anticipe un peu, mais au 1er janvier 2025, il y aura également une obligation de réemploi pour les contenants alimentaires de cuisson et de réchauffage et de plastique dans certains services hospitaliers. Voilà pour les quelques éléments d'introduction à la fois sur la législation et les différents avantages du réemploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je n'ai pas vu du tout pour l'instant le chat. Il y a une remarque sur le son. Okay. Qui est coupé. Okay. Bon, ça fonctionne pour les autres. Il y avait une question donc de Laurence Cressot, je pense, sur les chiffres partagés au début sur le plastique, s'il concernait... C'est intéressant, ça parle des cantines. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Sur les chiffres partagés donc sur le plastique, sont-ils uniquement pour la France? Une question de Laurence. Oui, merci pour cette question. Alors, les chiffres du début, ils ne sont pas que pour la France. Le 9% du plastique, là, c'est dans le monde. La production mondiale de plastique, c'est pareil. Le 26% par contre d'emballage aujourd'hui recyclé, là, c'est bien pour la France. D'accord, merci.
De rien. Évidemment, on vous partagera la présentation, bien sûr, et on vous enverra les références de l'étude Zero Waste. Vous les aurez dans le guide, justement, qu'Alice va vous présenter. Donc, je vous répondu à tout, Alice, parfait, merci. Il y a une personne qui demande à remettre la page concernant les cantines scolaires. Simplement. Bien sûr, je le fais tout de suite. Les services hospitaliers, hein, c'est bien ça? Ouais. Super. Et bien, s'il n'y a pas de questions, je te laisse la main, Alice. Merci, Laura. Oui, sur tout ce qui est impact environnementaux, économiques et sociaux, et n'hésitez pas à consulter la foire aux questions qui a été rédigée par le réseau Consigné sur notre site et qui synthétise les études sur le sujet. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alice, je suis en charge de la coordination de l'association Réseau Consigne. Donc, pour revenir rapidement sur l'association, nous sommes donc l'association qui fédère les acteurs et actrices du réemploi des emballages en France. Nos objectifs, c'est de promouvoir et de soutenir le développement des systèmes de réemploi des emballages afin de prévenir et réduire les déchets et la consommation de ressources. Nous sommes aujourd'hui environ 180 porteurs de projets et professionnels donc, qui agissent sur différents secteurs, la vente à emporter, les boissons, la restauration collective, les fûts de brasserie, les colis pour le e-commerce, etc. Donc, sur tous ces secteurs, les adhérents du réseau Consigne offrent des alternatives aux emballages à usage unique. On a un certain nombre d'adhérents qui sont ce qu'on appelle des opérateurs de filière réemploi, donc des entreprises ou des associations qui vont accompagner les producteurs, les restaurateurs dans le cadre de la vente à emporter par exemple, et proposer un service de collecte, de lavage et de fourniture d'emballage et contenants réemployables. Donc là, sur le schéma, on voit bien donc les étapes du réemploi, donc collecte, lavage et fourniture, et la complémentarité avec le recyclage. Donc, à titre d'exemple, une bouteille en verre réemployable, elle peut être réemployée 50 fois avant d'être finalement recyclée. Donc, en fin de vie, on va utiliser le recyclage, mais avant, il y a de nombreux cycles qui sont possibles. Sur cette carte, vous voyez donc les opérateurs de filière sur les bouteilles et beaucoup en verre. Donc, ce sont des opérateurs territoriaux qui nous offrent un service d'accompagnement, de collecte, de lavage aux producteurs donc de tout type de boissons. Et on voit qu'on va réussir à couvrir presque tout le territoire français. L'Alsace est un peu un cas différent puisque le réemploi en Alsace est donc opéré par les producteurs directement, par des producteurs de boissons comme Météor sur la bière, Lisbeth et Carola qui n'ont jamais cessé de faire du réemploi sur leurs bouteilles et qui réemploient eux-mêmes leurs bouteilles. Les opérateurs qui sont montrés sur cette carte, ce sont vraiment des opérateurs qui travaillent avec les producteurs et qui sont donc des prestataires pour les circuits de réemploi. On a également des opérateurs sur la vente à emporter, la vente livrée, donc, qui proposent des boîtes donc en verre ou en plastique réemployable pour la livraison et la vente à emporter de repas. Donc, on commence à avoir des projets dans toutes les grandes métropoles et les plus moyennes aussi. Voilà, et donc en tant que réseau Consigne, nos missions, c'est vraiment d'animer donc un réseau d'acteurs, d'identifier les opportunités de mutualisation, d'accompagner, de conseiller les porteurs de projets et les professionnels qui souhaitent mettre en place des dispositifs de réemploi sur leurs emballages, de promouvoir le réemploi et de mettre en avant les solutions,
et de faire évoluer la réglementation et de porter la voix de ces acteurs auprès des pouvoirs publics. Nos travaux sur l'année 2022, donc très rapidement, on est en train de finaliser la version 1 d'une gamme standard de bouteilles qui permettra à nos opérateurs de mutualiser les bouteilles qui sont mises sur le marché par les producteurs et donc de faire en sorte qu'une bouteille qui est conditionnée dans le nord de la France et bue à Nantes puisse être réemployée en local par un producteur nantais pour éviter ainsi le retour du contenant sur son lieu initial de conditionnement. Donc on rédige des guides techniques, donc ce guide à destination des collectivités locales. On va aussi rédiger un guide à destination des producteurs de boissons pour les aider à passer au réemploi qui sera finalisé fin avril. Et puis, on organise aussi les rencontres nationales du réemploi des emballages qu'on fait tous les ans en fin d'année. Donc, le guide à destination des collectivités locales, vous pouvez le télécharger dans l'espace ressources de notre site réseauconsigne.com. Il est en ligne. Je vous enverrai aussi le lien dans le chat. Et donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc comment développer le réemploi des emballages sur son territoire. Donc, le guide identifie 3 grands axes que je vais un peu détailler. Avant, je me permets de rappeler que toutes les collectivités locales, quelles que soient leurs compétences, elles peuvent soutenir et impulser la mise en place de dispositifs de réemploi sur leur territoire. Donc, même si vous n'avez pas la compétence de collecte et de traitement, vous pouvez être moteur dans la mise en place de dispositifs de réemploi. Par ailleurs, toutes les collectivités locales reposent sur une administration, gère des services, des locaux dans lesquels donc une politique de réduction des déchets et de réemploi peut être mise en place et où la sensibilisation peut commencer. Sur les secteurs sur lesquels donc, le réemploi des emballages est possible, donc dans le guide, on détaille un peu les solutions qui existent par secteur, notamment donc sur la restauration collective, la restauration commerciale, donc que ce soit dans l'approvisionnement des restaurants. Parfait, je vous entends très bien. Super. Que ce soit dans l'approvisionnement des restaurants avec donc le choix de bouteilles consignées ou l'acheminement des denrées alimentaires dans des bacs réemployables, dans des cagettes réemployables, mais également aussi sur tout ce qui va être vente à emporter dans la restauration. Sur le portage de repas à domicile, donc évidemment, il y a beaucoup de solutions. Il y a une obligation donc, réglementaire depuis le 1er janvier 2022 pour utiliser des contenants réemployables dans ce secteur. Sur l'événementiel aussi, donc, on peut faire le choix de traiteurs zéro déchet pour les événements, de s'approvisionner avec des produits qui sont consignés pour réemploi. Notamment, je me permets de mentionner le catalogue du réseau Consigne et Réemploi Île-de-France, qui est la branche francilienne du réseau Consigne, qui a mis en place un catalogue qui recense les produits consignés pour réemploi, que vous pouvez donc acheter dans le cadre d'événements organisés. Dans les circuits de distribution, donc pour tout ce qui va être boissons, denrées alimentaires en bocaux ou des barquettes réemployables pour les rayons traiteurs des épiceries et supermarchés. Et pour tout ce qui va être aussi livraison de colis sur lesquels il y a des solutions qui se développent. Donc, concernant les 3 axes de travail, les 3 leviers d'action que les collectivités locales ont à leur disposition pour développer le réemploi des emballages, le premier, c'est agir donc sur la commande publique, à la fois dans l'achat de fournitures. On peut faire le choix d'interdire certains items jetables ou d'obliger à l'utilisation d'emballages réemployables. On parle souvent de la ville de Hambourg qui a mis en place un guide d'approvisionnement écologique qui interdit notamment certains emballages jetables pour les boissons, pour le café, mais aussi dans les marchés publics où des clauses environnementales peuvent être insérées pour interdire certains emballages jetables ou pour mettre des quotas d'emballages réemployables. Il est également possible
donc créer des marchés publics pour développer le réemploi des emballages. Satrivalis pourra nous en parler tout à l'heure. On a aussi l'exemple de la ville de Toulouse, donc la métropole de Toulouse qui a lancé un marché public Resto Zéro Déchet pour réduire les déchets dans la restauration commerciale et des projets du réseau Consigne ont pu répondre en groupement avec d'autres associations à ce marché public pour proposer des solutions de réemploi sur la vente à emporter notamment. Donc ça, c'est le premier axe qui est détaillé dans le guide. Le deuxième axe, c'est vraiment de mettre en place et de soutenir les projets de réemploi. Donc, on a identifié 5 grandes étapes de déploiement des projets. Donc, la première étape, celle du diagnostic territorial. La deuxième, celle du portage du projet. Ensuite, l'expérimentation, les investissements et le fonctionnement. Donc, si je détaille un peu ces étapes, la première, si ce n'est pas déjà fait de votre côté, c'est peut-être de faire un état des lieux en fait, des projets sur le territoire, des infrastructures qui existent déjà, et ensuite d'étudier sur certains secteurs la faisabilité du déploiement du réemploi. Sur ce volet-là, vous pouvez être accompagné par certaines associations et entreprises du réseau Consigne qui font ce type d'études pour le compte des collectivités locales. Une fois que ceci est fait, il est important d'identifier qui va déployer au sein de la collectivité locale si vous souhaitez porter le projet en interne ou alors qui va accompagner les porteurs de projets que vous avez identifiés sur votre territoire. C'est vraiment important pour les projets de réemploi d'avoir des référents au sein des collectivités locales pour les accompagner, pour les mettre en relation tout au long du développement de leur projet. La troisième étape, c'est l'étape d'expérimentation. C'est important de pouvoir donc lancer des dynamiques, calibrer les projets grâce aux expérimentations. Dans le guide, on parle notamment de l'expérimentation de la métropole de Rennes sur les marchés à manger de la ville, qui sont des événements qui réunissent environ 5000 personnes et sur lesquels ils ont fait une expérimentation avec un projet local de réemploi qui s'appelle Emboîte le plat pour remplacer les emballages jetables par des emballages réemployables. Ce retour d'expérience est aussi détaillé dans le guide et Pauline de la communauté de communes de Chamonix nous expliquera tout à l'heure aussi comment ils ont mis en place une expérimentation sur les boîtes repas à Chamonix. Ensuite, il y a donc l'étape d'investissement puisqu'il faut créer les infrastructures donc, qui ont pour la plupart largement disparu avec l'arrivée des emballages jetables dans les années 80. Donc, toutes les infrastructures nécessaires aux activités de réemploi doivent être construites, reconstruites et donc que ce soit des outils de lavage, des boucles logistiques à remettre en place, donc des flottes logistiques, que ce soit des emballages primaires, secondaires, comme les caisses. Donc tout ça, ce sont des coûts importants qu'il s'agit de soutenir. Et ensuite, donc le soutien en fonctionnement qui peut être des subventions, mais aussi du soutien sur de la mise à disposition de locaux pour le stockage, pour le lavage, la mise à disposition aussi de flottes logistiques. Donc, c'est vraiment important que les projets puissent être soutenus en fonctionnement pour atteindre une taille critique qui est nécessaire pour atteindre l'équilibre économique. Le troisième axe, ça va être vraiment l'axe d'information, de formation et de sensibilisation, donc à la fois des professionnels et aussi du grand public. Donc ça, Trivalis nous en parlera aussi tout à l'heure. Donc des réunions techniques peuvent être mises en place avec les professionnels pour leur expliquer les avantages du réemploi. Et des opérations de communication peuvent aussi avoir lieu à destination des professionnels et du grand public, notamment avec des opérations de commerçants zéro déchet et des campagnes de communication pour bien réaffirmer la hiérarchie des modes de traitement qui est souvent mal connue. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Je laisse peut-être s'il y a des questions. Merci. On avait une question de Daniel
te demande Ah, je t'entends pas très bien, Laura. Est-ce que c'est mieux? Daniel te demande comment être répertorié dans votre cartographie en Nord-Vélois. Daniel, vous pouvez m'envoyer un mail sur l'adresse contact et on vous référencera sur la carte. Oui, c'est une carte qui est non exhaustive. J'imagine qu'on a dû passer à côté de certains projets peut-être émergents. Donc, oui, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et Marion demande si on a eu du recul sur la mise en place pour le portage de repas. Est-ce que les acteurs ont réussi à migrer et si oui, sur quelle solution? Alors, sur le portage de repas à domicile, on a recensé deux retours d'expérience dans le guide. Un de la ville de Fontenay-sous-Bois, qui avait déjà fait l'objet d'un retour d'expérience sous forme de webinaire avec Zero Waste France. Et donc, Fontenay-sous-Bois avait fait le choix de contenants en inox micro-ondables. Et donc, voilà, ils ont un retour d'expérience sur ce type de contenant. Donc, il est détaillé dans le guide, vous pouvez le retrouver. Et c'est l'autre retour d'expérience sur le portage de repas, c'est un syndicat de traitement des déchets dans le Queyras, qui a aussi fait une expérimentation là sur des contenants en verre. Et donc, avec pas du tout les mêmes contraintes, puisqu'on est sur des territoires très différents sur les deux retours d'expérience, avec un territoire très étendu et montagneux pour le Queyras, donc des contraintes aussi un peu liées au poids et un contexte urbain pour Fontenay-sous-Bois avec une habitude de travailler avec donc les cuisines centrales. Donc, vous pouvez retrouver ces deux retours d'expérience dans le guide et aussi sous forme, du coup, pour Fontenay-sous-Bois, sous forme de webinaire sur la chaîne YouTube de Zero Waste France, il me semble. Super, merci beaucoup. On donne la parole maintenant au retour d'expérience. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas au fur et à mesure à les poser sur le chat. Et de toute façon, il y aura un temps d'échange à la fin. Je te laisse prendre le relais, Alice. Oui. Alors, Pauline, est-ce que tu es avec nous? Super. Oui, alors je vous partage mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux le mettre en plein écran, je pense. Ok. Ok, donc c'est tout bon? Vous voyez bien mon écran? Vous m'entendez? Super. Eh bien, parfait. Alors, nous, donc, je vais parler d'une expérience qu'on a fait donc, sur l'été 2021. L'objectif, c'était déjà, ça s'inscrit dans un objectif un petit peu plus global au niveau de la collectivité de réduction des déchets. Donc, vous avez rappelé toutes les échéances. Nous, on a un contexte qui est assez particulier parce qu'on a notre incinérateur qui est juste en bas de la vallée. Et donc, on a une motivation assez grande en fait, à réduire nos déchets parce qu'on voit directement où ils sont incinérés et on en subit les conséquences de façon tout à fait directe. Donc, dans ce contexte, on a travaillé avec DABA, donc DABA Consigne, pour mettre en place cette expérimentation sur 3-4 mois. Et donc, l'idée, c'était pour nous, collectivités, de financer l'abonnement à DABA donc, pour les restaurants qui étaient volontaires. Donc, je vais peut-être juste rappeler rapidement DABA si tout le monde ne connaît pas. Donc, DABA met à disposition des restaurants donc, qui payent l'abonnement des contenants réutilisables en verre pour les plats à emporter. Voilà, donc nous, on a pris en charge l'abonnement sur les 3 mois d'expérimentation. Je vous ai mis un petit peu le détail des coûts au cas où il y a des collectivités que ça intéresserait pour voir ce que ça peut engager. En fait, c'est un petit budget. Il y avait aussi au-delà du budget, c'était très important pour nous d'avoir quelqu'un qui soit vraiment sur le terrain pour accompagner les restaurateurs.
parce que c'était un contexte qui était assez compliqué. On sortait de plusieurs confinements. Les restaurants avaient été fermés pendant longtemps, donc c'était pas forcément évident pour eux de se focaliser sur autre chose que tout simplement survivre et faire un petit peu de chiffre d'affaires. Donc, on avait un agent qui était présent 12 heures par semaine, c'était moi en l'occurrence, le temps de l'expérimentation. Voilà, et puis on s'est occupé aussi du stockage des palettes et on a aussi fait tout ce qu'on pouvait en termes de communication sur les réseaux, communiqués de presse, sites internet, flyers, etc. pour que nos consommateurs potentiels soient bien au courant de l'opération. Alors, au niveau des phases, en fait, l'expérimentation s'est déroulée en 3 phases. Alors moi, j'ai repris le sujet en cours de route en fait sur la phase 3, donc je vais quand même parler un petit peu de la phase 1 et 2, mais j'aurai peut-être pas tous les détails. En tout cas, au tout début, l'idée c'était quand même d'être sûr qu'on avait qu'on avait des consommateurs qui allaient être réceptifs en fait. Donc il y a une grosse enquête qui a été faite, on a eu 200 réponses de consommateurs et globalement qui étaient quand même assez intéressés par le sujet et par l'idée de maintenant pouvoir acheter leurs plats à emporter sous forme dans des contenants consignés. Il y a évidemment un travail de porte-à-porte auprès des restaurateurs pour avoir une liste de restaurateurs qui voulaient bien participer à l'opération. Ensuite, sur la phase 2, une co-construction entre la Comcom et DABA sur la stratégie opérationnelle. Donc moi, je suis arrivée pour la phase 3, donc on a livré le matériel, on fait le suivi et puis des animations auprès des restaurants partenaires et tout le travail de communication dont j'ai parlé précédemment. Alors sur le bilan, en fait, on a eu un bilan assez contrasté. On a 5 restaurants qui n'ont pas du tout pu proposer le service. Alors on en a identifié 3 où clairement c'était vraiment un manque d'engagement. Ils ont dit oui au projet parce que je pense que c'était peut-être gratuit pour eux. Ils se sont dit c'est peut-être une opportunité de faire venir des clients, mais ils n'ont pas fait l'effort en fait de proposer le service. Et puis, on a aussi eu 2 restaurants, malheureusement, qui ont eu des difficultés de recrutement et qui n'avaient pas du tout la possibilité de faire de la vente à emporter en plus de la vente qu'ils faisaient déjà en salle. Par contre, on a 5 restos qui ont joué le jeu. Et là, bizarrement, quand ils jouent le jeu, on se rend compte que ça fonctionne. Et on a eu à la fin un restaurant qui a quand même signé le contrat avec Daba, donc qui travaille encore avec Daba à l'heure actuelle. Et sur la perception des consommateurs, ça s'est très bien passé. En fait, on a eu beaucoup de très, très bons retours. En revanche, c'est vrai que le service fonctionne plutôt avec les habitués. Donc, nous, forcément, comme on est une collectivité qui fonctionne beaucoup sur le tourisme, il y a eu une des difficultés qui nous a été remontée par les restaurants, c'était au-delà de la barrière de la langue, parce que voilà, la plupart ne parlent pas forcément correctement anglais ou pas suffisamment en tout cas pour expliquer le système de consigne. Voilà, des gens qui sont là une journée, qui n'ont pas envie de s'embêter avec des emballages. Enfin voilà, ils sont vraiment en vacances et ils s'intéressent pas à ces sujets-là. Donc on s'axe plutôt pour développer la consigne. Je pense qu'en tout cas, chez nous, dans un premier temps, il faut vraiment qu'on se concentre sur les gens qui sont là au quotidien, enfin à l'année plutôt, et qui vont avoir cet engagement-là. Il y a aussi autre chose au niveau des restaurateurs encore chez qui ça a un petit peu moins bien marché. Ils sont encore dans cette mentalité de penser qu'on fait ça parce qu'on se met à la consigne parce que ça va rapporter de l'argent. C'est pas forcément vrai tout de suite, en tout cas peut-être pas aujourd'hui parce qu'on a une clientèle qui est pas tout à fait mature sur ce sujet. Et donc ils s'attendaient parce qu'ils avaient mis la petite affichette dans leur restaurant que le client allait demander de lui-même est-ce que je peux avoir une consigne? Et en fait, c'est pas le cas parce que même si on a des clients qui sont sensibilisés, ils n'osent pas. Souvent, quand on va chercher son plat le midi, c'est un peu le rush, il y a du monde, on n'a pas envie d'embêter. Et donc, c'est vraiment au restaurateur de faire l'effort de proposer ce service-là. Alors, si c'était à refaire, nous, on a eu une expérience qui était quand même globalement très positive.
parce que déjà, ça nous a permis de proposer un service que les professionnels de chez nous ne connaissaient pas forcément. Donc voilà, maintenant, ils savent que ça existe, ils savent qu'ils vont pouvoir y adhérer, même si c'est peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, qu'il y a des possibilités et que ça marche bien. Et c'était aussi une occasion pour la collectivité de sensibiliser le public sur les enjeux de la réduction des déchets et voilà, encore une fois, de montrer qu'il y a des solutions qui se développent. Alors voilà, s'il y a d'autres collectivités qui sont intéressées par faire ce genre d'expérience, moi ce que je recommande, alors c'est un peu facile d'arriver après et de dire on aurait dû faire comme ça, mais en tout cas, nous dans notre tour d'expérience à nous, voilà, DABA nous avait proposé en amont de démarrer le service, de faire des ateliers, un petit peu de co-création, de co-construction avec les restaurateurs impliqués. On ne l'a pas fait pour des raisons de budget et je pense que c'était une erreur en fait. C'est des fausses économies parce que justement, ce qui nous a manqué pendant l'expérimentation, c'était certains restaurateurs, ils sont la tête dans le guidon, ils voient les contraintes du quotidien et du coup, ils n'avaient pas forcément la notion du sens plus global de ce projet et ce que ça pouvait impliquer sur le long terme pour tout simplement pour la qualité de l'air dans la vallée. Et je pense que si on avait fait en amont ces ateliers, peut-être que ça aurait été plus clair pour eux et aussi ils se seraient sentis un peu plus engagés. Voilà. Alors après, voilà, des petits détails, typiquement on a signé une convention donc avec chacun des partenaires, des restaurants partenaires. L'idée, voilà, c'était de les impliquer un peu plus donc, sur l'obligation de communiquer sur le service, par exemple. Moi, je passais régulièrement dans les restos et il y en a, voilà, si l'affichette, ça les gênait, il la retirée carrément, il la mettait à un endroit où on ne la voyait pas du tout. Donc ça, c'est important qu'ils prennent la responsabilité de communiquer correctement de leur côté aussi. Et éventuellement, peut-être, plutôt que de prendre en charge complètement l'abonnement du côté collectivité, peut-être plutôt moitié-moitié, de façon à, encore une fois, que les restos se sentent un petit peu plus impliqués, voilà, pour ceux qui l'étaient moins. Et alors, il y a encore une chose qu'on a essayé de faire, alors peut-être qu'on s'y est pris un peu tard sur ceux qui avaient du mal à démarrer, c'était de les accompagner sur un service, le midi par exemple, c'est un petit peu moins le rush que le soir, et de leur montrer un petit peu de leur donner les éléments de vocabulaire pour proposer la consigne aux clients. Voilà, leur donner des exemples de comment on peut faire et qu'en fait, qu'ils voient que ça marche et que le client, globalement, sont quand même très réceptifs à ce genre de démarche, même s'ils ne prennent pas forcément la consigne tout de suite parce que ce n'est pas forcément leur choix ce jour-là, mais au moins d'informer le client que ce service est disponible. Voilà un petit peu pour rapidement ce qu'on a fait de notre côté. On ne s'arrête pas là, hein, on est encore en réflexion sur d'autres projets un petit peu de ce type-là qu'on pourrait mener dans les mois qui viennent, histoire que le soufflet ne retombe pas en fait, mais de garder cette dynamique et en espérant qu'on ait de plus en plus de restaurateurs qui soient impliqués. Super, merci beaucoup. On a plein de questions pour toi, Pauline. Il y a une qui te demande qui faisait le lavage. Alors nous, on n'a pas pu prendre la solution de lavage parce que sur le territoire, on n'avait pas… Alors encore une fois, c'est quelque chose qui a été fait avant que j'arrive. Donc Elsa, j'ai vu que tu étais dans les invités. Si jamais je dis une bêtise, corrige-moi. Mais il me semble qu'il n'y avait pas la solution sur notre territoire. Il n'y avait pas de prestataire qui était en capacité de le faire. Du coup, c'est les restaurants qui l'avaient, c'est ça? Alors, c'est les restaurants qui l'avaient et du coup, on a quelques tout petits restaurants qui auraient voulu s'impliquer, mais comme ils n'avaient pas de solution de lavage et qui font vraiment que du jetable en fait, mais voilà, ils n'avaient pas du tout de solution de lavage, donc on n'a pas pu les inclure dans l'expérimentation. Merci. Une question de Marine. Quels ont été les volets de l'étude consommateur? Réseaux sociaux, affichage, presse, mailing. Alors, attends, excuse-moi, je t'entends très mal en fait. Quels ont été les volets de l'étude consommateur? Est-ce que c'est réseaux sociaux, affichage, presse, mailing? Les volets de l'étude consommateur, c'est ça? Les relais. Les relais de l'étude consommateur, alors pareil, c'est la personne qui était avant moi qui l'a faite. Ça a été beaucoup relayé. Alors, ça a été relayé sur notre site, sur les réseaux sociaux, que je dise pas de bêtises, donc Facebook, etc. Et je crois que c'est tout.
Et on était en fait très agréablement surpris du nombre de répondants parce que à peu près à la même période, il y avait une autre étude qui avait circulé sur un autre sujet et qui avait eu très peu de répondants. Donc, c'était plutôt encourageant de voir qu'il y avait autant de monde qui s'était intéressé au sujet. Après, on commence aussi sur le territoire à avoir quelques associations engagées dans le zéro déchet et moi, je m'appuie énormément sur eux en fait pour relayer ce genre de projet. Super, merci. Noam demande quand était gérée la consigne ou la déconsigne. Est-ce que c'était un prix spécifique? Par rapport au restaurant? Ouais, je pense. Alors là, ouais, ça c'était une partie qu'il fallait un petit peu faire une petite formation au restaurant avant pour leur expliquer qu'en fait, justement, la consigne, donc c'était 4 € qui étaient payés par le consommateur quand il prenait une consigne. Il fallait pas que ça rentre dans le chiffre d'affaires, donc ils avaient une ligne spécifique sur leur caisse. Et là, en fonction de leur prestataire de caisse, ça a été plus ou moins fluide, on va dire. Mais voilà, et à la fin, donc chaque mois, on leur demandait de nous faire un récap des consignes vendues et des consignes récupérées pour qu'à la fin, on ait une vision du stock et qu'on puisse faire un réassort au besoin. Il y avait plusieurs contenants et plusieurs formats. Ouais. Oui, alors on avait 3 contenants. On avait donc le contenant qui était sur la toute première photo. Alors celui-là, donc ça c'est le plus grand, qui a été le plus celui qu'on préférait en fait les restaurateurs, donc qui correspond vraiment à une portion classique pour un plat emporté. C'est celui-là. Il y en avait un rond aussi, donc que je n'ai pas mis en photo, qui est un tout petit peu plus petit, mais qui avait, du fait qu'il y a un format rond, qui avait une esthétique un peu différente et qui fonctionnait très bien pour les soupes, par exemple. Et là, que vous voyez sur cette photo-ci, c'est des tout petits contenants ronds, et là, c'est donc qui ont été utilisés uniquement par Café Richard, donc c'est pour les glaces à emporter. Okay. Alice demande quel était le budget pour l'abonnement de 10 restaurateurs pour 3 mois. Je pense que tu l'avais au début, hein, peut-être. Ouais, alors je l'ai mis au début. Bon, après, encore une fois, nous, c'est ce qu'on a payé à l'époque. Je pense qu'il vaut mieux contacter Daba directement si vous voulez un devis. Nous, ça nous avait coûté 1 218 € pour les 10 abonnements. Alors, Robin demande, suite à ce projet, quid de proposer aux restaurateurs ne prenant pas d'abonnement par la suite de sensibiliser leurs clients à prendre leur propre contenant? Ouais, alors ça, c'est pareil, ça, c'est une bonne idée. La plupart, de toute façon, maintenant, ils sont obligés de le faire par la loi, et ça, c'est une politique qui est plutôt menée par le CITOM, qui ont fait une sensibilisation auprès de nos restaurateurs. Mais oui, effectivement, ça fait partie du package de projets qu'on met en place pour réduire nos déchets. Ouais. Super. Alice demande quel était votre travail de proximité pendant ces 12 heures par semaine? Alors, il y avait beaucoup déjà de leur rappeler qu'il y avait ce projet qui était en cours, parce qu'encore une fois, on était vraiment en période de réouverture après beaucoup de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc, ce n'était pas forcément leur priorité. Donc, c'était leur montrer que le projet continuait et qu'on attendait aussi beaucoup d'eux, répondre à plein de questions. Ils avaient des questions techniques notamment sur les caisses. Vérifier que tout était bien mis en place en termes de communication, et puis forcément un volet un petit peu politique, parce que la collectivité et les restaurateurs, en fait, ça fait quand même beaucoup d'années que le seul contact qu'on a avec eux, c'est la taxe et les mètres carrés de terrasse. Donc, c'est un petit peu nouveau pour eux et pour nous de collaborer sur un sujet un petit peu différent. Et donc, je dirais que honnêtement, sur tout le temps que j'ai passé, moi, sur le terrain avec eux, je pense que peut-être 60%, c'était boire un café et discuter et écouter, et qu'ils comprennent que nous, on est en train d'opérer un changement aussi dans nos politiques et qu'on a besoin d'eux. Et donc, ça veut dire qu'il y a aussi un changement dans notre relation, et qu'on ne va plus être que là pour dire, voilà, vous avez dépassé votre terrasse de 50 cm, et voilà, c'est qu'on va pouvoir construire des projets ensemble.
Ça, c'est beaucoup d'énergie et c'est du temps, c'est beaucoup de temps et beaucoup de café. Quelles seront les suites et les autres axes que vous allez développer ensuite? Alors, nous, on en est vraiment au bégaiement de ce genre de politique, hein. Moi, je suis sur une création de poste, ça fait pile 1 an d'ailleurs, et moi, je suis arrivée sur le poste en septembre. Donc, on a beaucoup de choses dans les cartons. L'idée, bon, sachant qu'on part de, on va pas dire de zéro, mais on part de loin. Donc, on a beaucoup de choses à construire. C'est ça qui est intéressant. Il y a un gros travail de sensibilisation du public. Avec le plus gros challenge qu'on a chez nous, c'est qu'on a une population à l'année qui est à peu près 13 000 habitants et qu'on passe à 80 000 en période touristique, et qu'on voit bien que sur le tri des déchets et sur l'implication d'une manière générale sur les déchets au niveau de la population touristique, c'est très très faible. Donc on travaille énormément avec l'Office du tourisme pour essayer de communiquer, éduquer, sensibiliser nos touristes qui sont parfois en plus de culture et de langues différentes. Ça, c'est un des gros axes de mon travail aujourd'hui. Et le deuxième axe, effectivement, c'est beaucoup de travailler avec les professionnels. Donc là, c'est un vrai challenge aussi, donc via ce type de projet. Moi, j'aimerais bien qu'on recommence un petit peu. Alors, peut-être pas forcément avec les plats emportés, mais sur, pourquoi pas, les bouteilles consignées, etc. Voilà, il y a plein de pistes qu'on a en cours, bon, sachant que là, effectivement, on est en train de leur retomber dessus avec les terrasses fermées, donc il y a aussi des timings un petit peu à respecter. Mais d'une manière générale, on est surtout sur l'axe de la sensibilisation pour le moment. Super, merci. On va avoir 2 petites questions et puis on passera à la suite. Alors, c'est peut-être une question aussi plus largement pour tout le monde, si vous avez des éléments de réponse. C'est Fanny qui demande si, d'après vous, est-ce que ce genre de projet peut être mis en place au sein des campings? Il y a beaucoup de campings qui ont leur propre restaurant et qui pourraient se présenter lors des pots d'accueil. Alors moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Après, peut-être que Daba serait plus en mesure de répondre. Je pense qu'ils ont dû faire une étude sur le sujet. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour réagir à cette question? Bonjour, je suis Elsa de Daba Consigne. Du coup, c'est entre autres moi qui ai accompagné Pauline et la Comcom de la Vallée de Chamonix. Est-ce que juste vous pouvez, parce que j'ai pas très bien entendu, le son coupe un petit peu, la question. Alors, je suis vraiment désolée. La question, c'était est-ce que ça peut être mis en place dans des restaurants de camping? Dans des restaurants de camping? Ouais. Après, oui, je pense. Après, il faut vraiment restaurant de camping. En général, les personnes restent plusieurs jours. Donc, pourquoi pas? Je pense que le meilleur moyen, c'est de mener l'expérimentation et de pourquoi pas aussi faire une petite enquête en amont pour avoir un peu la perception de ce que pourrait donner un peu la consigne. Sachant que bon, la théorie et la pratique, il y a toujours un petit peu un delta, mais en tout cas, ça peut, pourquoi pas, en tout cas. Nous, on n'a pas encore fait de notre côté. On n'a pas encore lancé ce genre de choses. Ça marche, merci beaucoup, Elsa. Peut-être qu'on peut donner la parole rapidement à Daniel pour nous partager son retour d'expérience sur tout. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Oui, donc avec l'association Zéro Déchet Touraine, on a fait une phase expérimentale d'avril à juillet 2021. Donc, on a fait le même principe que ce qui nous a été décrit là précédemment. Donc, on a fait des enquêtes, on a fait un grand travail de fond qui a duré à peu près plus d'1 an avec des bénévoles. Et donc, on a pu avoir 10 enseignes qui ont été partenaires de notre projet. Pour elles, c'était entièrement gratuit. C'est l'association Zéro Déchet Touraine qui a financé la totalité de l'expérience. Donc, ces 10 enseignes, c'était des restaurateurs, des traiteurs, food trucks. Et on avait aussi 50 clients testeurs.
et un centre de lavage et 5 établissements collecteurs. On a pu faire donc 153 contenants jetables qui ont été évités pendant cette expérience. Ça s'est très bien passé et là maintenant on est en phase d'émergence. Voilà, pour le projet Passe-Plat. On a fait rentrer 10 000 contenants et donc là, on est en train de faire fédérer les structures qui voudraient nous accompagner de nouveau. Merci Daniel pour voilà. ce partage. Avant qu'on passe au témoignage de Trivalis, il y avait juste une question sur la direction qui a porté le projet au sein de la communauté de communes. Est-ce que c'est la direction du développement économique, de la prévention et gestion des déchets? Alors, nous, c'est la DAT, c'est la transition. La transition. D'accord. Merci beaucoup, Pauline, pour ce témoignage. On va maintenant passer au témoignage de Trivalis, donc syndicat de traitement des déchets en Vendée. Est-ce que Mélanie et Camille, vous êtes présentes? Oui, on est là. Super. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Je pense que Pauline, il faut que tu arrêtes de partager le tien pour que Mélanie puisse partager le sien. Là. On peut se présenter peut-être en attendant? Oui. Alors du coup, moi je suis Camille Milan, je suis chargée de prévention des déchets à Trivalis et donc je suis avec Mélanie, je te laisse te présenter rapidement. Donc moi c'est Mélanie Hérault, je suis animatrice de prévention des déchets et donc je suis en charge plus particulièrement de la partie consigne pour réemploi. Voilà, alors du coup, juste rapidement, peut-être que la majorité connaissent, mais on travaille donc pour le syndicat Trivalis, c'est un syndicat départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés sur le département de la Vendée, sur la côte ouest française. Trivalis regroupe 17 collectivités adhérentes qui représentent vraiment tout le département et qui ont en charge la collecte des déchets ménagers assimilés, donc les ordures ménagères, les emballages, le papier, le verre, les déchets de déchetterie. Et une fois ces déchets collectés par nos 17 collectivités adhérentes, Trivalis a pour mission de valoriser au mieux les déchets ou de les enfouir lorsqu'on n'a plus d'exutoire. Ça, c'est le métier vraiment de base du syndicat. Et depuis 2009, on a une mission supplémentaire qui est de porter un programme départemental de prévention des déchets pour le compte de nos 17 collectivités adhérentes. Donc, on a des contrats sur 3 ans, en général 3-4 ans, avec l'ADEME, dans lequel on inscrit nos axes de travail en matière de prévention des déchets. Et sur notre dernier contrat en cours, depuis 2 ans déjà, un des axes majeurs est la réduction des emballages. J'imagine qu'on n'est pas la seule collectivité à connaître ce phénomène. Les emballages ménagers explosent sur notre département. On a un centre départemental de tri des déchets qui est en constant agrandissement, puisqu'il y a de plus en plus d'emballages mis sur le marché et de fait déposés dans les sacs jaunes. D'autant plus que nous, on est en extension de consigne de tri sur l'ensemble de notre département, donc ça devient une vraie problématique auquel le syndicat essaie de trouver des solutions. Alors, quelle est la solution principale pour limiter l'emballage à usage unique? C'est de la remplacer par un emballage qui soit réemployable. Voilà, et donc on mise beaucoup sur le réemploi et la consigne, et ça se traduit par un panel d'actions qu'on va vous présenter à suivre. Du coup, c'est dans ce contexte que je suis arrivée en 2019 pour développer le réseau déjà existant de l'association Bout à Bout, qui était composé d'environ 4 distributeurs qui proposaient des boissons en bouteilles consignées et 3 producteurs. Fin 2021, on est à une vingtaine de distributeurs qui proposent des bouteilles consignées, une offre de bouteilles consignées, et puis une petite dizaine de producteurs. Donc, c'est en constante évolution. On
on voit vraiment entre le 2019 et 2021 qu'on commence à mailler l'ensemble du département de la Vendée. Est-ce que, Alice, il y a besoin qu'on réexplique qui est Boutabout ou tout le monde connaît à peu près? Oui, peut-être très rapidement. Enfin, j'ai parlé des opérateurs de filière tout à l'heure, mais peut-être rappeler. Alors, c'est en effet une mise en musique qui est à comprendre, c'est-à-dire que à Nantes est née une association qui s'appelle Boutabout en 2016, si je ne me trompe pas, 2016-2017. Et du coup, Boutabout restructure un circuit logistique de contenants réemployables sur l'ensemble de la région Pays de la Loire. Donc, il s'agit d'abord en effet, démarcher les producteurs et les distributeurs pour que eux proposent une offre de contenants réemployables auxquels les clients ont accès. Et puis après, c'est de construire un circuit logistique de transport, stockage et de lavage de ces contenants pour assurer leur réemploi. Voilà, donc c'est un énorme travail de standardisation des contenants, de mutualisation des casiers et des contenants entre les différents professionnels. Je pense que tout le monde comprend un peu près le fonctionnement. Donc, on a cette chance en tant que collectivité, c'est que nous avons une association qui y travaille depuis quelques années déjà et qui a une maturité sur le sujet qui est vraiment plutôt bonne par rapport, je pense, au reste de la France. Et donc, en collectivité, c'est vrai que c'est aisé pour nous de s'appuyer sur un expert comme Boutabout pour assurer un déploiement départemental. Donc, en gros, sans rentrer dans le détail, Mélanie, elle travaille vraiment de concert avec l'association Boutabout et elle profite ou elle bénéficie d'une espèce de formation continue qui fait qu'elle peut, sur notre département, démarcher les petits producteurs locaux et les distributeurs pour les engager dans le circuit. Et là, on parle bien de la filière bouteille dans un premier temps. Du coup, ce qui nous a amené aussi à réfléchir à des moyens d'informer plus largement les différents secteurs d'activité concernés par la bouteille sur le territoire. Donc, on a organisé des rencontres techniques. Malheureusement, sur 5 qui étaient prévues, que 2 ont pu avoir lieu à cause des contextes sanitaires. Les professionnels aussi ils sont plutôt pris, et sur des rencontres comme ça organisées collectivement, ils sont moins favorables. Donc ça, c'est un petit retour d'expérience qu'on en ressort. On a quand même pu réaliser donc une réunion auprès des brasseurs le 16 septembre et puis une auprès de la grande et moyenne distribution en décembre dernier. Donc là, on a pu aussi mettre en évidence les porteurs de projets qui proposent des solutions de contenants réemployables sur le département. Et c'est vrai que nous, en Vendée, on est assez bien équipés, si je puis dire. Donc, il y a l'association Boutabout, est née aussi l'association Les Boîtes Nomades. On a maintenant Bernie Pack, une jeune start-up qui se lance aussi, CPO, dans les contenants réemployables. Donc, il y a des solutions qui naissent et qui permettent de proposer des solutions à ce type d'entreprise. En fait, c'est vrai qu'on a la chance, on a un réseau finalement d'experts sur différentes filières. On a une filière sur les fûts réemployables, on a une filière sur les bouteilles, on a une filière sur les bocaux qui est en train de naître, on a une filière sur les boîtes en verre. Et du coup, toutes ces filières sont portées par des associations ou des startups. Et en tant que collectivité, c'est vraiment une aubaine puisqu'on n'a plus qu'à s'appuyer sur leur expertise. Et en fait, comment dire, on est un peu impulseur, on facilite à travers nos moyens humains et financiers leur déploiement en fait sur le département. Voilà, c'est ce qui est important à comprendre. Et je pense que toutes les collectivités en France n'ont malheureusement pas cette chance d'avoir autant d'experts sur leur territoire. Pour donner davantage d'ampleur, parce qu'en fait, Mélanie est arrivée en 2019, elle a démarché en effet les producteurs et les distributeurs, et elle continue d'ailleurs à le faire. On a en effet organisé ces rencontres techniques qu'elle vient de vous présenter pour pouvoir les rassembler et leur faire part des filières existantes pour qu'ils s'y engagent. Pour aller plus loin, on a décidé en tant que collectivité de passer à un marché public. Il s'agit d'un marché de prestation de services
passer selon une procédure adaptée. Donc, c'est un marché à bon de commande qui se traduit en 2 lots. Le premier lot a pour objectif d'acquérir un parc de casiers de près de 8500 casiers sur le département de la Vendée. On avait déjà quelques casiers sur le département, mais c'était insuffisant pour passer à une étape un peu plus industrielle, c'est-à-dire avec vraiment plus de professionnels. Et le lot 2, il s'agit vraiment d'une prestation de service. Pour le prestataire, il s'agit de mettre en œuvre tout le circuit logistique de transport, collecte, stockage, lavage et d'aller déployer le réseau de la consigne auprès des grandes et moyennes surfaces et des cafés, hôtels, restaurants. Il s'agit d'un marché d'un montant de 125 000 € au total sur une durée de 3 ans. Il a démarré en décembre 2021 et il court jusqu'en décembre 2024. Oui, il ne faut pas me tromper. Voilà, l'attributaire des 2 lots est West Consigne. Il s'agit en fait de Bout à Bout. Voilà, donc on vient de passer un premier bon de commande pour acquérir 3000 casiers donc qui viennent d'arriver à La Roche-sur-Yon et qui vont être répartis sur l'ensemble du département. Donc, c'est en train de bien se lancer. Et puis, autre donnée importante, nous avons un très fort partenariat financier avec le département de la Vendée, puisqu'ils ont un plan biodiversité climat qui leur permet de nous soutenir à hauteur de 85 000 € sur un montant maximal de 125 000. Ce n'est vraiment pas une paille. Voilà, on pourra peut-être en revenir plus en détail si vous avez des questions sur ce marché. Toujours à l'échelle du département et sur la filière bouteille, on lance une campagne de communication départementale. Alors, elle prendra forme qu'à l'automne. On attend que le maillage soit plus important sur le département, que des grandes et moyennes surfaces et des cafés, hôtels, restaurants s'investissent dans la consigne pour faire savoir aux habitants et aux Vendéens qu'il existe, que la consigne revient, que c'est le retour, qu'elle est simplifiée par rapport aux années 30 et 40 et que c'est aux consommateurs désormais de jouer. Donc, pour cette campagne, on mise sur une vidéo, un petit court-métrage. On va essayer de jouer aussi sur les sentiments, l'humanité, puisque notre ligne conductrice serait de raconter l'histoire, de revenir dans les années 30-40 sur le département de la Vendée, expliquer comment fonctionnait la consigne, l'essor du plastique et l'effet que ça a eu, donc en effet la disparition des laveuses industrielles, etc. Et puis revenir à nos jours où on est en train de faire revenir la consigne. Donc on raconte l'histoire sur un siècle, comment la consigne a évolué, disparu et revient. Et puis en parallèle, on va travailler avec nos 17 collectivités adhérentes pour que sur les points d'apport volontaire et par ailleurs, il y ait une communication qui soit faite sur l'attention apportée sur le pictogramme Rapportez-moi pour réemploi. L'objectif, c'est que les gens ne jettent pas la bouteille ou le contenant en verre qui dispose de ce pictogramme, donc une attention toute particulière. Et donc, on a proposé à nos collectivités adhérentes d'apposer un sticker sur l'ensemble des points d'apport volontaire verts du département, voilà, pour que les gens aient envie de retourner leur bouteille et s'assurent qu'elle ne soit pas réemployable avant d'être jetée. Voilà dans les grandes lignes. Donc ça, c'était tout ce qu'on vient de vous dire, c'était vraiment sur le développement de la bouteille plus particulièrement. Maintenant, on a aussi des projets d'expérimentation sur le réemploi des bocaux et des boîtes. Donc, c'est tout juste en train de se lancer. Là, on est donc ça va se faire sur une zone géographique bien définie avec 5 collectivités du nord-est Vendée, donc 5 collectivités sur les 17. L'objectif, c'est d'aller enquêter auprès des professionnels concernés par le réemploi de ces bocaux ou de ces boîtes, par une enquête téléphonique dans un premier temps et puis des entretiens physiques. Donc là, à ce stade, j'ai déjà rencontré, moi personnellement, 12 professionnels qui sont tous sensibles au sujet. Cela dit, il y a certaines contraintes techniques qui ont été identifiées à l'issue de ces rencontres. Donc, on est vraiment à la première phase de ce projet d'expérimentation.
Ensuite, donc on est accompagné toujours par l'association Bout à Bout qui nous permet aussi de nous aider pour lever ces contraintes techniques et mettre en forme le projet d'expérimentation. C'est vrai que la filière bouteille, elle est bâtie, elle est mature, il n'y a plus qu'à la déployer. Et c'est ce pourquoi on a mis en place toutes les actions précédentes. La filière bocal comme la filière boîte, là, il y a tout à construire. C'est-à-dire qu'il faut aussi imaginer, au-delà du démarchage des professionnels qu'est en train de faire Mélanie, pour qu'ils s'engagent et qu'ils s'essayent avec nous dans cette filière de réemploi des bocaux ou des boîtes, il faut aussi reconstruire un circuit logistique avec un transporteur et un laveur. Il faut communiquer là aussi auprès de la population. Enfin, ça comprend évidemment plusieurs étapes dans le projet. Et puis aussi et surtout, ça comprend de travailler avec un bureau d'études pour réaliser une analyse du cycle de vie pour s'assurer que ces filières sont en effet ont des bénéfices environnementaux plus importants que le recyclage des bocaux en verre ou bien des alternatives plastiques qui existent aujourd'hui. Donc, il y a tout ça à faire. Donc, c'est un gros travail sur lequel on vient de se lancer. Et bien sûr, on est accompagné par ces experts Bout à Bout et les boîtes nomades. Oui, c'est vrai que pour les boîtes, du coup, ce sera avec l'association les boîtes nomades. Donc là, ça se localise surtout sur le pays des herbiers exclusivement. Il y a normalement de nombreux restaurants à emporter, moins que sur une zone urbaine comme Nantes. L'association Les Boîtes Nomades s'est développée particulièrement sur Nantes. Là, on est sur un territoire vraiment périurbain très différent. On se pose déjà la question de potentiellement élargir la cible à des métiers de bouche ou des entreprises de portage de repas. Donc là, de la même manière qu'avec les bocaux, on est au début du projet, donc on pourra vous en dire plus peut-être à l'issue d'un autre webinaire. Voilà, pour nous. On a été rapide, j'espère qu'on a été assez clair. Voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup Camille, Mélanie. Je pense que c'était très clair. Il y a quelques questions. Alors, une question de Robin. Est-ce que vous pouvez nous citer les contraintes techniques qui ont été ciblées pour les bocaux en particulier ? Là, alors, surtout au niveau de la stérilisation, pour l'instant, les professionnels qui ont déjà fait eux-mêmes des tests sur le réemploi de leurs propres bocaux pour une deuxième stérilisation ont eu souvent de la casse. Et donc, le principal sujet qui revient chez notamment les entreprises qui font de la conserve, c'est la fragilité du verre et à savoir est-ce qu'il y aurait une garantie un peu sur les bocaux de plusieurs réutilisations sur de la stérilisation. Ça, c'est une des principales contraintes techniques qui est identifiée aujourd'hui. Ça va être finalement de standardiser une gamme de bocaux qui soit réellement réemployable et qui assure une garantie aux professionnels. Après, il y a plusieurs aussi contraintes. Forcément, on revient souvent sur le stockage, on revient sur la qualité du lavage. Est-ce que demain, si se met en place un circuit logistique de réemploi des bocaux, qu'un professionnel achète des bocaux d'occasion, en quelque sorte, on pourra être sûr qu'il y avoir une certification sur l'hygiène de ces bocaux. Donc ça revient aussi beaucoup parce que c'est des professionnels. Alors, il y a tout type de professionnels. Il y a des petits artisans, mais il y a aussi des conserveries qui sont plus industrielles, qui ont des contraintes vraiment agroalimentaires et donc qui sont à respecter. Pour lever tous ces freins, parce que du coup, on est en train d'essayer de construire le circuit logistique et donc de déterminer un laveur, il y a plusieurs choses. Mélanie s'est rapprochée des services de la préfecture et notamment de la DDPP pour connaître les potentielles contraintes sanitaires
sur du réemploi de contenants. Est-ce qu'on peut mettre une rillette une première fois, puis la fois d'après de la confiture? Est-ce qu'il y a voilà, ce type de questions se pose, donc on se rapproche de la DDPP actuellement. Et puis par ailleurs, on va auditer, on vise 2 laveurs en particulier, qu'on va essayer d'auditer, et pour ça, on va travailler avec des laboratoires agroalimentaires, et avec lesquels on va définir un cahier des charges sur ces fameux protocoles sanitaires autour du lavage, c'est-à-dire la température de l'eau, la typologie du séchage, etc. Et aller auditer les 2 laveurs qui sont visés pour s'assurer qu'en effet, on puisse certifier derrière auprès des producteurs que leurs bocaux ont été lavés, hygiénisés, qu'il n'y a aucun souci par rapport à du neuf. Ok, merci. Une question sur les éléments de communication qui ont été présentés. Est-ce qu'ils ciblent aussi les vacanciers? Quels éléments de communication? La campagne de communication à venir? Oui, j'imagine. C'était Alors, la campagne de com, elle a vocation à être départementale. Donc, de fait, elle touche le littoral et de fait la population touristique. Ok. Je ne sais pas si ça répond à la question. En tout cas, on ne fait pas une communication plus particulière pour les touristes que pour les habitants habituels. Tout le monde bénéficiera de la même campagne départementale. Ok. Et ensuite, une question sur le département. Est-ce qu'il finance bout à bout directement ou est-ce qu'il finance Trivalis? Non, c'est une convention de partenariat entre le département et Trivalis. On peut pas, enfin, c'est compliqué pour une collectivité, que ce soit le département ou une collectivité comme Trivalis, de subventionner ou de soutenir financièrement une association. Donc, c'est pour ça, nous aussi, qu'on a défini un marché public. C'était pour lever ces fameuses contraintes. Et puis, le département verse une subvention à Trivalis qui est beaucoup plus facile juridiquement. Ok, très clair. Une question sur les élus. Ont-ils été difficiles à convaincre, étant donné aussi les coûts importants? Non, pas vraiment. En fait, il s'avère que si on fait l'addition du coût de collecte plus du traitement des emballages, en fait, l'emballage coûte de l'argent. Donc, déjà, ça, c'est une information essentielle pour les élus. D'autre part, comme je vous le disais, nous sommes face à une augmentation croissante et continue de nos emballages. Et on a créé un centre de tri départemental en 2017. On l'a déjà agrandi une première fois, on va devoir l'agrandir une seconde fois. Donc, on est vraiment face à un phénomène d'explosion de nos emballages auquel les élus veulent évidemment remédier, puisque même si en termes de volume et de tonnage, en termes de volume, pardon, en termes de tonnage, ce n'est pas ce qui est le plus important, ce n'est pas lourd l'emballage. D'un point de vue en tout cas volume et donc impact environnemental, c'est une vraie problématique, ce type de déchets. Voilà, donc on a vraiment la volonté, que ce soit nos élus ou nous agents, d'essayer d'inverser la tendance au profit de l'emballage réemployable. Pour aller dans ce sens quand même et pour accompagner les élus, on a quand même réalisé des rencontres un peu techniques sur le sujet de la consigne, notamment avec l'association Bout à Bout, pour leur expliquer comment ça se passait. On a visité un producteur, l'entreprise d'un producteur de bière, un brasseur. Un magasin. On a un magasin aussi. On a été dans la pédagogie pour dire aussi et aller ils comprennent vraiment comment fonctionne le système, sans les convaincre, mais au moins voilà. C'est vrai qu'on a fait ça. Ouais. On a été visiter des lieux avec eux pour vraiment qu'ils s'imprègnent du sujet. En tout cas, c'est quelque chose qui a été assez facile à faire passer et qu'aujourd'hui nos élus portent avec nous. Ok, super. Une autre question sur le fait potentiellement d'identifier les contenants avec des QR codes pour ensuite implanter des points de collecte à côté des points de recyclage. Est-ce que vous avez déjà envisagé d'implanter des machines de collecte à côté des machines, des bacs et des poubelles de recyclage?
Ce qui est important déjà, c'est que alors, le principe d'apposition d'un QR code, par exemple, sur un emballage, n'appartient pas à Trivalis. C'est-à-dire que nous, on fonctionne avec des experts qui ont vraiment c'est vraiment à eux de décider le meilleur fonctionnement. Alors, c'est fait en intelligence, hein, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous entre eux, les experts de la consigne sur peu importe la filière sur notre région. Ils travaillent aussi de concert avec le réseau national consigne et à partir de là, il y a une intelligence collective, mais en tout cas, c'est bien chacun d'entre eux qui décide le système. C'est-à-dire que certains ont fait le choix d'apposer un QR code sur leur contenant pour qu'il y ait une consigne monétaire applicable. D'autres, ce n'est pas le cas encore. Voilà, nous, on est tributaires finalement du fonctionnement. Ça, c'est une première réponse. Et la deuxième, on mise plutôt sur des points de collecte en magasin aujourd'hui. C'est-à-dire dans les points de distribution. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt des épiceries ou des magasins bio, etc. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller vers la grande surface, c'est pour que ça touche un maximum de consommateurs. Mais en tout cas, on mise plutôt là-dessus pour que le retour consommateur soit là où il fait ses courses et que ce soit plus facile. Ça ne veut pas dire qu'à terme, on ne fera pas évoluer je ne sais pas, nos points d'apport volontaire et qu'il y aura un système de dépôt des contenants réemployables ou bien nos déchetteries ou bien nos centres de transfert. Il n'y a rien qui est fermé et figé dans le temps, mais à ce jour, en tout cas, on mise plutôt sur les distributeurs. Très clair. Une question sur la consigne. Du coup, sur le système de bouteilles, il y a un aspect incitatif, donc une consigne qui est mise en place. Alors, sur la bouteille, actuellement, l'association Bout à Bout ne propose pas de consigne monétaire. Il y a des expérimentations qui ont eu lieu en Loire-Atlantique, mais en Vendée, c'est au bon vouloir de chacun en fait, de rapporter ses bouteilles. Donc, il y a des communications dans tous les magasins partenaires de l'association. Il y a certains magasins peuvent proposer une consigne monétaire. C'est le cas de certaines épiceries de vrac qui proposent cette consigne monétaire pour inciter les consommateurs à ramener leurs bouteilles. On sait que c'est un pouvoir incitatif beaucoup plus important que quand il n'y en a pas. Mais le fait est, c'est que c'est quand même plus facile de gestion quand il n'y a pas de consigne monétaire. Donc là, actuellement, sur toutes les Biocoop qui sont partenaires et qui proposent des bouteilles réemployables, il n'y a pas de consigne monétaire. Après, c'est une réflexion qui est portée. Je ne sais pas si Célie, elle est là ou pas, quelque part dans le public, mais elle pourrait mieux répondre que nous. En tout cas, Bout à Bout, c'est forcément un questionnement, hein, parce qu'en effet, le taux de retour sera forcément plus important le jour où il y aura une consigne monétaire. Donc, c'est vraiment une réflexion qui est portée par Bout à Bout, un fonctionnement digitalisé qui soit simple, surtout pour les professionnels. Donc, à terme, ça viendra. À ce jour, ce n'est pas le cas. Et je me permets de compléter aussi sur les autres opérateurs de filière, donc dans d'autres régions. Certains ont mis en place une consigne monétaire, d'autres non. Ça dépend beaucoup du territoire. Il y a aussi des magasins avec lesquels ils travaillent, de la communication qui est faite en magasin. Parfois, ça peut être nécessaire, parfois non, si les employés des magasins sont bien formés, s'il y a une communication efficace et que c'est dans des points de vente où le consommateur est assez convaincu par le système, il n'y aura pas forcément besoin de consigne monétaire. Après, sur d'autres types de points de vente, et si la communication est pas optimale, la consigne monétaire peut être importante, mais ça dépend vraiment du coup du territoire et des points de vente. Pardon. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Mélanie et Camille? N'hésitez pas aussi à poser vos questions à l'oral. Il nous reste 6 minutes. Ah, on aurait pu s'étaler davantage alors. Une question sur qui stocke les casiers? C'est le transporteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bout à Bout contractualise avec un transporteur. Chez nous, il s'appelle Trade Union. Il s'agit d'une entreprise de réinsertion professionnelle qui se charge de collecter pas mal de déchets, des petites niches de déchets. Et du coup, naturellement, on s'est adressé
RE sur le département de la Vendée. Donc, ils sont basés à La Roche-sur-Yon, c'est central sur la Vendée, et ils s'occupent aujourd'hui d'aller collecter et stocker l'ensemble des contenants sales, de les apporter auprès du laveur et de revenir à plein avec des contenants propres. Voilà. Après, évidemment, chaque producteur ou distributeur stocke une partie chez eux, hein, évidemment. Donc, en fait, les distributeurs qui sont des points de collecte, c'est un stockage qui est lié à la surface de leur magasin. Donc, ça, c'est bout à bout qui voit aussi avec l'ensemble des distributeurs la surface disponible et du coup, le forfait, tout le système financier qui est associé. Merci. Il y a une question aussi sur donc un groupe de travail national sur la standardisation des bocaux au sein du réseau consigne. Pour l'instant, il n'y en a pas. Nous, on a décidé de travailler en priorité sur les bouteilles et donc la standardisation des bouteilles et pas encore des bocaux. Par ailleurs, donc Citeo, donc, qui est obligé depuis la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de définir des standards pour un certain nombre de secteurs et donc les bocaux font partie de ces secteurs. Et ils vont donc définir des standards pour les bocaux. Il y a un premier travail qui a été effectué l'année dernière avec un premier rendu et il y aura des tests qui vont être mis en place cette année et puis ensuite des développements. Donc nous, on suit ça de notre côté, mais on n'a pas mis en place de groupe de travail sur les bocaux. Une dernière question peut-être, des freins à anticiper pour une campagne d'affichage sur les bennes à verre. Qui a la compétence d'accorder ce genre de campagne? Nous, on le suggère à nos collectivités adhérentes, on n'a pas la compétence collecte, donc c'est bien à elles de décider si elles veulent apposer ou pas une communication sur leur point d'apport volontaire. Généralement, quand une campagne de coms est portée par Trivalis et qu'une majorité de collectivités se lance, finalement, ça touche tout le territoire et en effet un peu boule de neige. Après, on a déjà eu une première discussion avec les chargés de com de chaque collectivité adhérente qui nous précisaient à juste titre que c'est déjà presque trop tard la communication sur le point d'apport volontaire. Alors, on va quand même la faire, sans doute, mais peut-être qu'il y a une communication en amont à faire parce que c'est vrai qu'une fois que la personne elle arrive avec ses bouteilles ou ses contenants en verre devant le point d'apport volontaire, elle a juste envie de s'en débarrasser, pas de repartir avec celles qui sont réemployables. Donc, c'est à nous de réfléchir à une communication amont à proposer à nos adhérents. Sans doute qu'on fera déjà une communication on leur proposera des articles pour leurs bulletins locaux, sur leur Facebook, pourquoi pas sur leur calendrier de collecte, essayer d'avoir une communication un peu plus en amont qui serait complémentaire avec le point d'apport volontaire. Très clair, merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup Mélanie, Camille et Pauline pour ces retours d'expérience. Je vous mets dans le chat le lien vers le guide du réseau consigne donc à télécharger. Et donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous avez des questions sur le guide ou si vous avez besoin d'être mis en relation avec certaines collectivités locales qui sont mentionnées dans le guide. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci Alice, je me permets juste d'ajouter, si jamais, c'est vrai que je pense qu'on fait partie des collectivités qui se sont pas mal engagées sur le sujet. Alors, on a un petit retour d'expérience parce que ça reste relativement récent, mais s'il y a des collectivités qui ont envie de se lancer et qui ont des freins juridiques liés au marché public ou autres, ils peuvent évidemment se mettre en contact direct avec nous à Trivalis. On sera ravis de partager les quelques expériences qu'on peut avoir et les contraintes auxquelles on a fait face. Donc, surtout pas hésiter à nous demander de s'entretenir plus particulièrement. Voilà. Super. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. Bonne continuation. Et puis, on mettra à disposition l'enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez le réécouter si besoin.
Très bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.